À mon avis, il faut penser aussi la signification de l'éternel retour chez Nietzsche à partir de Kant. En fait, je crois que l'interprétation nietzschéenne de l'éternel retour, c'est une interprétation de la morale kantienne en fait. Agit de telle sorte que, ou l'autre maxime plutôt, c'est veut quelque chose de telle façon que ça revient une énième fois. Voilà, Maxime est devenu chez Nietzsche ainsi. Moi j'interprète, je vais transformer cet énoncé en un énoncé plutôt Foucaultien. Quand Foucault parlait des énoncés, et il transformait je pense en je parle. Donc il faut transformer cet énoncé et dire qu'il faut dire la même chose une première fois par sa propre bouche, donc selon ses propres désirs, et dire la même chose par la bouche d'autrui et selon le désir d'autrui, tel que nous l'imaginons bien sûr. Et puis, faire une comparaison. D'ailleurs, la comparaison commence toute seule, spontanément. Donc c'est un pas pour l'universalisation. Et chez Nietzsche, c'est un pas pour que ça revient une énième fois. Si j'étais plus élastique dans le corps, souple, alors j'aurais pu être comme Derrida, à la fois cendrier, à la fois cigarette, disons. C'est devenu un peu hardcore, je vais dire maintenant. D'abord, j'aurais pu devenir ma propre cigarette et ma propre feu et mon propre cendrier. Ainsi, le cycle d'éternel retour et conscience à soi, présence à soi, pourrait être accompli. Vous savez, en fait, Antonin Artaud disait que je suis mon père, je suis ma mère et je suis mon fils unique. Moi, j'ajoute unique. Pour ne pas dire je suis unique. Parce que une telle créature, à la fois son père et sa mère, à la fois lui-même, en plus, une quatrième catégorie, être son propre fils. Voilà, il faut être vraiment souple dans le corps et dans l'esprit pour réussir tout ça. Et ça se fait en plus. Sinon, je n'aurais pas pu le dire et énoncer cette phrase. Donc, c'est possible de l'énoncer et l'être. Mais quel genre de différence se fait quand on énonce la même proposition deux fois de suite, ou la même proposition, non pas successivement, mais dans de différents endroits et face à des personnes différentes. Ça aussi, c'est à expérimenter. Et je me demandais comment l'écriture même de Derrida, c'est-à-dire les scènes, significations disséminées et inséminées à l'intérieur même du texte, alors cette théorie ne sera pas viendra de Disgavertov. Mais ultime question, d'où est venu cet effet de montage différé dans le temps, disséminé et synthétisé à Disgavertov, sûrement de Hegel ou interprète de Hegel en Russie, ou les formalistes russes aussi, il faut penser Mayakovsky aussi. Absolument que j'enregistre un jour dans une salle de basketball et pendant le match. Tout à l'heure, j'ai passé devant le lycée et il y a une salle de sport là. Bon, il y a une pièce de théâtre de Jean Anouilh là, qui s'appelle
la folle de Chaillot. Chaillot, c'est le nom de théâtre, théâtre de Chaillot, mais ça peut être autre chose aussi. Chaillot, c'est un ensemble, un complexe, peut-être que je me trompe, je mélange avec Trocadéro, là il y a Musée de l'Homme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Au niveau anthropologique, surtout le monde africain, etc. Même Picasso, beaucoup d'artistes ont profité de cette musée. Mais au fond, tout ce qui se trouve dans le musée n'est pas au nom de l'art qui est là, au départ. Avant l'idée de musée, tout ce qu'il y a là, dans le musée, ce sont des choses extraordinaires concernant l'Afrique et l'Océanie, et les conséquences ou le produit secondaire du colonialisme français, ou colonialisme en général. C'était par curiosité qu'ils ont ramassé tous ces objets, entre guillemets, objets d'art, parce que les indigènes ne faisaient pas ces objets au nom de l'art. C'était des objets sacrés, ou bien des ustensiles. Hein. C'est pas seulement sacré. Donc ça n'a rien à voir avec le théâtre de Chaillot et Jean Anouilh. C'était un bon quartier. J'ai choisi un quartier pour entrer à Paris et dans la profondeur de l'histoire du colonialisme et des objets sacrés et des objets d'ustensiles. Donc, il y a beaucoup d'éléments maintenant pour commencer. Le monde d'ustensiles, c'est d'abord les analyses de Jean-Paul Sartre, qui vient bien sûr des analyses de Heidegger, en fait. Heidegger, l'un des premiers philosophes, bien qu'il n'est pas marxiste, il a pris très sérieux le monde de la technicité d'abord et l'objet en tant que tel, une sphère d'objets qu'on appelle ustensiles, instruments techniques. Et Sartre aussi, étant un marxiste, cette fois-ci, un dialecticien, un hegelien même, il a continué dans cette richesse phénoménologique et les analyses d'ustensilité. Et ça n'a rien à voir au départ avec l'art, mais tout objet qui a perdu son usage devient d'un jour à un autre un objet de souvenir, un objet qui rapporte un monde avec lui, l'ancien monde, un esprit du monde. Donc ça devient un objet archéologique. Au départ, s'il y a une science établie qu'on appelle archéologie, et autrement, ça devient un objet si une idée de musée établie dans une culture, c'est pas évident, et ça devient un objet de musée. Quoi qu'il se soit. Aux États-Unis, apparemment, il y a plusieurs sortes de musées, ça n'a rien à voir avec l'art. Même, vous pouvez collectionner les boîtes de boissons et faire un musée privé, bien sûr, et l'entrée est payante, etc. Donc, l'esprit républicain français de musée est une sorte d'universalisme français, et bien sûr, c'était pas au profit, c'était pas au but lucratif, bien sûr, le musée. Je ne connais pas tous les détails de l'histoire, mais il faut raconter cette histoire beaucoup plus détaillée. Tout d'abord, c'est un musée fantastique, mais je n'ai pas vu tous les musées. Je connais de loin un musée de Berlin qui s'appelle musée de Bergama. Et ça aussi, c'est une histoire fantastique parce que tout le temple de Bergama, qui se trouve à Dardanelles, la Tchanakkale, maintenant c'est à Berlin. Maintenant, non, depuis près de 150 ans maintenant. Si je me
je ne me trompe, c'est Abdülhamid ou Abdülmecid qui a permis aux archéologues allemands de le transporter à Berlin. C'est pas tout à fait une histoire de... oui, d'une part, c'est une histoire de pillage, mais finalement, c'est Sultan qui a permis. C'est pas volé, c'est pas un pillage. Mais c'est encore un esprit de colonialisme, marchander avec un sultan pour quelques morceaux de pierre paganistes. C'est facile. Un sultan musulman peut laisser aller un héritage culturel dont le concept n'existe pas encore. Bon, hier, bien sûr, comme j'ai beaucoup de titres et de chapeaux, hier, j'étais archéologue, donc j'ai constaté avec mes propres yeux que cet esprit continue encore, c'est-à-dire l'absence d'esprit archéologique continue bel et bien. Tout ce qui concerne Byzance est éparpillé à droite, à gauche. Personne ne s'intéresse. Il n'y a même pas quelqu'un à voler, sauf moi, mais c'était trop lourd, les pierres. Enfin, j'ai photographié, c'est encore plus que voler. Je peux numéroter, classifier, mais je ne peux pas porter. Bon, ça n'a rien à voir avec Chaillot, mais peut-être que ça a quelque chose à voir avec Chaillot. et la folle de Chaillot, en plus, la folle d'Elisaray. Ça peut être un palais de Chaillot, hein. Peut-être qu'il y avait un palais de... Ah oui, on dit palais de Trocadéro, d'ailleurs, là où il y a le musée de l'homme. Mais ce n'est pas palais royal, peut-être que... parce que c'est une architecture de 19e, et au 19e siècle, il n'y avait pas de royauté en France. Mais on dit, par courtoisie peut-être, palais de Trocadéro. C'est un grand ensemble. Hein. À gauche, quand on est en bas de toute cette structure, à gauche, il y a le musée de l'homme, mais à droite, c'est encore autre chose que j'ai oublié. Il y a des autres pavillons aussi, maison de Japon, tout est musée là. Donc, imagine, d'où vient Picasso. Oui, je suis allé à Malaga, je voyage très rarement, mais je suis allé à la ville natale, au moins natale de Picasso. Donc, bien sûr, il y a une histoire de colonialisme espagnol aussi. Il aura pu voir des objets de curiosité venant d'Océanie, etc. D'ailleurs, qui était... c'est pas Cézanne, mais l'autre qui est allé en Polynésie, aux Antilles, celui qui a écrit, le grand peintre, celui qui a écrit le grand livre Bora Bora, l'un des premiers fauvistes, il était impressionniste, mais après il est devenu plutôt fauviste. Compton, il y a 16 ans, Van Gogh, c'est pas ça, il y a Seurat, c'est pas ça, il y en a quoi, les impressionnistes, Gauguin. Donc, on parle des primitifs de l'Océanie, Afrique, etc. Donc, Gauguin, il est allé, Arthur Rimbaud, il est allé à Harare, en Habeshistan, Éthiopie. J'ai cherché dans les cartes actuelles, Harare, où est Harare? J'ai trouvé, mais c'était pas actuellement Harare, on est maintenant à Harare, en Éthiopie. Et actuellement, c'est pas à bord de la mer. J'avais toujours imaginé que Arthur Rimbaud, il a pris un bateau à Marseille, il est allé par la voie marine à un autre port qui s'appelle Harare. Mais apparemment, il faut vérifier, Harare n'est pas une ville de port, c'est l'intérieur. Il y a une maison, on peut voir sur le web, il y a une maison de Rimbaud. Bon, il est devenu arabe.
Rimbaud, il a arrêté d'écrire des poèmes après cette grande amour parisien avec parisien et bruxellois aussi, parce que Verlaine, il était, à mon avis, de Bruxelles. Enfin, il y a toute une histoire de Arthur Rimbaud qui était jeune, même avant 18 ans, en fait, il a commencé à marcher. Je crois qu'il est d'origine de Charleroi, donc en Belgique, ça devrait être en Belgique. Il est sorti de son village, il a commencé à marcher, sans prendre aucun moyen de transport, à nos connaissances. Il a marché, il est venu à Paris. Ou bien c'est une légende, ou bien une vérité. Mais quand on dit Rimbaud, je pense tout de suite un homme qui marche. Mais après, j'ai découvert, et il faut toujours vérifier, et c'est Hölderlin aussi. Il marchait. Avant donc Rimbaud, Hölderlin marchait, mais c'est encore ou bien légende, ou bien mythologie, ou bien vérité. Il faut vérifier. Parce que si je n'exagère pas, Hölderlin en Allemagne, il a commencé en Allemagne, il a fini en France en marchant. C'est encore plus prodigieux. C'est monter à Paris à pied, c'est autre chose. C'est venir de bas-fond de l'Allemagne. Peut-être qu'il y avait de guerre, j'en sais rien. C'est pas toujours le temps de paix entre les Allemands et les Français. En plus, Hölderlin, c'est un poète de patrie, un poète de ce grand poème qui s'appelle Das Rhénanie, ou bien Germanie. Bon, ce sont des figures énormes qui ne sont pas des philosophes, mais qui ont influencé surtout Hölderlin. À la fois Hegel, il est contemporain de Hegel. Hegel a écrit un poème, je vous avais parlé. Il a dédié son poème à Hölderlin dans son jeunesse, donc ils sont copains. C'est très bizarre, enfin, on a envie de savoir encore plus sur leur correspondance, sur leur mode d'amitié. Est-ce qu'ils étaient de la même école? Apparemment, il s'agit d'une jeunesse de Jena. Je prononce mal peut-être en allemand, la ville célèbre qui produit des philosophes. Jena, il y a une école qui s'appelle École Jena, l'époque des écrits de Jena, de jeune Hegel, etc. Donc, on est toujours dans la biographie. Moi, je l'appelle, à partir de Hélène Cicius, féministe, vous savez, fiction autobiographique. Mais quand on dit fiction autobiographique, c'est quelqu'un lui-même, quand il écrit sur sa vie, ça peut devenir une fiction autobiographique. Moi, quand j'écris sur Rimbaud, sur son biographie, bon, si je ne travaille pas assez, ce sera une fiction, un produit de fantaisie. Mais le concept philosophique de fiction autobiographique veut dire, à partir de Hélène Cicius, même si quelqu'un, un auteur, un peintre, que ce soit, écrit ou prétend écrire son autobiographie, donc dire toute la vérité sur soi, ça sera encore de l'ordre de la fiction. C'est ça, concept critique, fiction autobiographique, veut dire que, au fond, toute autobiographie écrite par celui ou celle qui est concernée est de l'ordre de mimésis ou de la fiction. Et ce que je travaille, c'est au-delà du mensonge et de falsification. Qu'est-ce que c'est? C'est tellement mince comme différence entre une autobiographie correcte ou véridique et une autobiographie de l'ordre du point de vue de la philosophie fiction autobiographique. Il y a une différence très mince, très délicate. C'est pour ça que philosophique. C'est seulement
un travail philosophique peut démêler ça. Donc, d'une part, nous parlons de l'Espagne. Espagne, on est sorti de Malaga pour monter à Paris, Picasso, et l'autre, Hölderlin, vient d'Allemagne, en passant grande rivière Rhin, qui a fait toute la civilisation pré-industrielle, industrielle, poétique, spirituelle. Vous savez, dans l'époque pré-industrielle, en fait, quand on extrait le charbon dans le nord de l'Allemagne, dans la région de Ruhr. Chacun de nous, dans la leçon à l'école, dans les leçons de géographie, on a appris que cette région de Ruhr, c'était hautement industrialisé, parce qu'il y avait du charbon là, il y avait acier, cette technologie de l'acier, tout ce qu'il faut pour l'armement, etc. Tout ça, c'est pas de bidon. Et Ece Ayhan, je crois, quand il était pour ses opérations cérébrales, et puis pendant son convalescence dans l'hôpital, il écrivait des cahiers, des journaux. Il tenait un journal très spécial. Il parlait toujours de ceux qui viennent pour visiter, ceux qui rencontrent, qu'est-ce qu'il a lu, etc. C'est un journal, mais très singulier. Il parlait de ses anciens écrits, des différents livres. Donc, il était opéré par le cerveau, mais le cerveau travaillait d'une autre façon. Il s'est toujours travaillé, son cerveau et a toujours travaillé d'une autre façon. J'ai appris beaucoup de choses concernant l'histoire, concernant le sens de l'histoire de Ece Ayhan. J'ai eu la chance de connaître personnellement aussi. Qu'est-ce qu'il disait Ece Ayhan concernant Rhin, Hölderlin? Bien sûr, il a tout lu, Mallarmé, Rimbaud, Hölderlin. Il m'avait demandé, alors tu es à Paris, tu lis des poèmes français, qu'est-ce que tu aimes le plus dans la poésie française? J'avais dit, sans penser, c'était pas Mallarmé. Et il m'avait dit que, oh, c'est bien, ça va. Donc, au fond, je lisais pas, je lisais, mais je comprenais pas trop, en fait. J'ai dit le sommet de la poésie, mais maintenant, depuis quelques décennies, je travaille toujours sur Mallarmé pour me faire pardonner auprès de Ece Ayhan. Donc, Ece Ayhan, ou bien moi, j'ai trouvé quelque chose concernant Renani, donc une allusion à Hölderlin, à toute cette production spirituelle autour de cette rivière qu'on appelle Rhin. Donc, il avait fait une sorte d'analogie dans l'un de ses poèmes en disant que Bosphore, cette Bosphore, finalement, est comme la Rhin. Renani. En turc, il faut que je pense maintenant en turc. Boğaziçi İstanbul'un Ren Nehri'dir. Ça, c'était suffisant pour moi. La Bosphore est une rivière, c'est pas une rivière, Bosphore, mais c'est une rivière d'Istanbul comme la Rhénanie. Donc, toute la production industrielle d'une part, toutes les productions spirituelles, poétiques d'autre part, sort autour de Boğaziçi, Bosphore, etc. Moi, j'ai écrit, j'ai donné même un chapitre, et j'ai utilisé ce verbe, Boğaziçi bir İstanbul ırmağıdır.
dans mon premier livre qui s'appelle Et pourquoi encore de la philosophie? Sous-titre Déconstruction avec S, donc pluriel. Date de publication 1993. Et le titre même de mon livre, bon, l'un de ces sous-titres, c'était Boğaziçi bir İstanbul ırmağıdır. Renvoi à Eceyhan et à Hölderlin. Ça concernait sûrement ce chapitre Eceyhan, la poésie de Eceyhan. Donc j'avais pris une vers ou une proposition de Eceyhan pour écrire sur Eceyhan comme titre. Mais le titre même du livre, et pourquoi encore de la poésie, c'est une transformation d'un vers de Hölderlin, très célèbre autour de philosophes, autour de poètes aussi. Donc, mais j'ai transformé. Donc, c'est pas le vers même de Hölderlin. Je n'avais aucune idée de parler qu'aujourd'hui je vais parler de mon premier livre et de Hölderlin. C'est à cause de Chaillot, à cause de Folle de Chaillot. Théâtre de Chaillot. Sans oublier en fait Michel Foucault. Après la publication de Capitalisme et schizophrénie, peut-être du tome de Mille Plateaux, peut-être, de Deleuze-Guattari, Michel Foucault a rédigé un article sur ce livre pour le faire connaître, pour le présenter, pour faire une première interprétation. C'était sûrement publié dans une revue de l'époque que j'ai oublié le nom. Et cet article s'appelait Theatrum Philosophicum. Ça, je ne peux jamais oublier. Et je ne peux pas vous expliquer aussi quel rapport avec le contenu du livre, pourquoi ce titre bizarre en latin en plus, Theatrum Philosophicum. Pourquoi? Moi, je suis très intéressé au théâtre, au cinéma et à la philosophie. Donc ça, c'est pour moi, Theatrum Philosophicum. C'est comme fiction autobiographique. Pourquoi il y a fiction là? Pourquoi il y a mimésis dans la véracité, dans les confessions? Pourquoi? D'où vient cette mimésis? Pourquoi dans la parole si sublime de la philosophie, il y a du théâtre? D'où vient ce théâtre? Pourquoi de la théâtre? C'est-à-dire mimésis. C'est contraire à tout platonisme. Et voilà un livre par excellence contre le platonisme, c'est Mille Plateaux. Moi, j'ai interprété toujours le nom de Mille Plateaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi un livre de philosophie s'appelle comme titre Mille Plateaux? Quel rapport Mille Plateaux? Bon, on sait que Deleuze-Guattari, il veut développer une philosophie qu'on appelle géophilosophie. Donc, c'est très lié à des espaces géographiques, à des espaces citriers ou lisses. C'est le dernier chapitre de ce livre, de Mille Plateaux. Il faut parler de ce qui est l'espace lisse, ce qui est l'espace citrier, et on va faire toute l'esthétique de Worringer, allemande, qui a écrit un livre qui s'appelle Einfühlung und catharsis, Einfühlung, ce qui veut dire, je crois, catharsis, et l'autre titre, abstraction, Einfühlung und Abstraktion, probablement. Donc, ce livre très connu de Worringer, qui est traduit en turc par Ismail Tunalı, grand esthéticien, traduit de l'Allemagne, exactement comme ça, chez Remzi Kitabevi. Soyutlama ve özdeşleyim. Entre parenthèses, özdeşleyim.
Einführung. Donc, il réserve le mot allemand sur le titre, Ismail Tunalı. Donc, c'est un sujet si délicat que ça. Donc, Deleuze-Guattari, en inventant ces deux concepts, espace lisse et espace citrier, ils étaient en polémique avec cet auteur qui s'appelle Wohinger, qui était autorité dans le domaine de l'histoire de l'art, philosophie de l'art. Ils étaient en polémique avec leur conception d'abstraction et qui s'agissait, selon Wohinger, l'art dans l'ordre de l'abstraction. Pour Wohinger, qui est un peu vieilli comme l'esprit, c'était tout l'art barbare, nordique. C'est les barbares qui faisaient l'abstraction. Pourtant, les Grecs, dans leur belle époque, ils faisaient Einfühlung. En turc, özdeşleyim. En grec, peut-être catharsis. Donc, après Brecht et toute l'esthétique moderne, cette classique théorie sur Einfühlung, c'était complètement déchu. C'est pas attendu de Deleuze-Guattari pour rayer de l'esthétique Wohinger. Mais, finalement, c'est un livre très fort. Et comme l'autre livre, Ernst Panofsky, qui a écrit sur l'art, mais en plus qu'il a une œuvre inachevée qui s'appelle Idea. Idea, restez inachevé. Dans l'art, qu'est-ce que ça veut dire Idea? Il est impossible que Panofsky n'a pas lu Kant. C'est impossible. Donc, il devrait savoir que Idea ne peut pas être la place de l'idéa, au sens platonicien d'abord. Il connaît tout ça, Panofsky. Donc, je raconte plusieurs histoires en même temps, c'est très lié. Et abstraction, c'est musée de Trocadéro, selon Wohinger. Ce qui veut dire un art froid. Là où il n'y a pas de catharsis. Ah bon? Là, il n'y a pas de hellénisme. Ah, ça, c'est vrai. Il n'y a pas de hellénisme. Si nous connaissons les Hellènes. De quel Hellène parlons-nous? Moi, j'ai vu, enfin, je n'ai pas vu, j'ai vu les photos peut-être, des sculptures grecques. C'est peut-être Panofsky qui a écrit, je ne sais pas. Vous savez, quand on dit sculpture gréco-romaine, on imagine toujours une marbre toute blanche. C'est comme la chair humaine. Pas du tout. Les Grecs, ils peignaient leurs statues. Mais lequel grec? Dans quelle époque? Il faut le dire. Pour nous, les Allemands, pour nous, les autres Allemands, pour parler comme Nietzsche, et pour nous, les puritains, effectivement, être gréco-romain, c'est être une blancheur, et avoir des mesures proportions parfaites, et n'a pas donné lieu à beaucoup de couleurs, barbieuse, on dit mélange de couleurs, ça fait trop brutal, ça fait trop Gauguin, ça fait trop indigène, ça fait trop pagan, ça fait trop... Enfin, bon, vous avez peut-être compris de quoi je parle. Cet esprit de puritanisme a voulu que les sculptures grecques, ou bien les Grecs, soient purs, dans leur art, dans leur jeu de forme, purs. Il faut réouvrir tous ces dossiers-là maintenant, parce que eux, ils écrivent. Les autorités écrivent, nous acceptons, n'est-ce pas? Si ils disent, enfin, si Winkelmann, tous les Allemands, grand esprit, jugent que les Grecs ceci, nous acceptons et nous avons comme ça une
une sorte d'idée vague concernant, ou idée vague ou idée déterminée concernant ce qu'on appelle grec. Mais la vérité, c'est pas là, peut-être. Platonisme, c'est autre chose, les Grecs, c'est autre chose. Platon, Aristote, c'est autre chose encore, mais Platon me paraît bizarre comme grec. Comme Nietzsche disait qu'Anaximandros, c'est un peu bizarre comme grec. Il disait exactement l'un des premiers juifs des Grecs. Vous vous rappelez? Pourquoi? Parce qu'il a écrit deux fragments concernant l'injustice et le châtiment. C'est pas très grec ça, même pour Nietzsche. C'est juif. Ça fait, c'est lourd tout ça. Enfin, ce n'est qu'un début, hein. Donc les Grecs ne sont pas peut-être ce que nous imaginons. C'est Blanchot qui, après la mort jeune de Michel Foucault, Blanchot, il était déjà très très vieux, il ne savait pas mourir, Blanchot. Blanchot avait un défaut de ne pas pouvoir mourir. Dans tous ses livres, il mourrait, mais il n'arrivait pas à mourir, donc il a vu même la mort de Michel Foucault, et il a écrit un petit livre sur Foucault qui s'appelle Michel Foucault tel que je l'imagine. Nous aussi, on ne fait pas connaissance des Grecs, nous les imaginons comme ça. Peut-être que Blanchot aussi n'a pas fait la connaissance personnelle. C'est pour ça qu'il a fait un titre comme ça. Bon. Tel que nous l'imaginons. Voilà un livre, un titre de livre honnête. Il ne connaît pas, personnellement. Avec Blanchot, selon les dires de Derrida, il téléphonait chaque fois. Quand il allait peut-être aux États-Unis, en fait, quand il était au voyage ou bien dans les anniversaires, il téléphonait. Ce qu'il écrit, moi je ne peux pas savoir comment Derrida, qu'est-ce qu'il fait, enfin, leur vie privée. C'est bizarre, en fait. Bon. Moi aussi, j'aimerais bien téléphoner de temps en temps Hegel, Kant, téléphoner. L'autre jour, je disais dans l'un de mes films que j'aimerais bien que Antonin Artaud ou Georges Bataille, au moins, ces deux, voient une fois, voient mes films, l'un de mes films, qu'ils disent quelque chose, s'ils aiment ou non. Parce qu'ils utilisent leur nom, et ils sont concernés par l'affaire. J'aimerais bien demander avoir une carte postale, etc. Bon, c'est pas des boutades, c'est pas des plaisanteries. Hein. Jacques Derrida a écrit un livre comme ça, très gros, qui s'appelle La carte postale. Je ne peux pas entrer là-dedans maintenant, mais c'est très très lié à tout ça. Bon, il voyageait, je ne sais pas dans quelle ville étrangère, en partant, il était sûrement venu pour une conférence, et en partant, en achetant des cartes postales dans une boutique, en cherchant des cartes postales pour envoyer des bonjours et des adieux, etc. Il a trouvé une carte postale très bizarre, qui se trouve d'ailleurs sur la couverture de son livre, carte postale de Socrate à Freud, je crois, le sous-titre. Bon, dans ce carte postale, j'ai promis de ne pas parler, je parle de ce livre maintenant. Dans ce carte postale bizarre, normalement c'est Socrate qui est le maître de Platon, professeur, on ne dit pas professeur, mais le maître de Platon, Platon, c'est lui qui a écrit, c'est Socrate qui parle, qui apprend, Platon ne parle pas dans les livres, n'est-ce pas? Et il n'y a que quelques lettres après avoir déchu, c'est-à-dire Socrate exécuté, Platon parti de l'Athènes, soit à Sicile, en Italie, dans des trucs bizarres,
et il a écrit des lettres à Sicilius ou quelque chose, Lucius. Bon, c'est traduit, très mince. Bon, dans cette carte postale, c'était renversé. C'est Platon qui parlait comme maître dans la carte postale visuelle, hein, et c'est Socrate qui écrivait. Bon, je n'interprète pas. Pourquoi c'est renversé? Donc, revenons à notre point de départ, à la feuille de Chaillot, je ne sais pas. Donc, ce que je n'ai pas dit, ce que j'ai enregistré, j'ai commencé à enregistrer, n'est-ce pas, à travers cette idée bizarre concernant la feuille de Chaillot qui m'est venue tout d'un coup, parce que nous parlions out of record entre nous du Bosphore, de la Bosphore, et de l'acoustique de Bosphore. Et je disais que de temps en temps, selon un événement climatique, selon une pression atmosphérique très spéciale, à Bosphore, dans cet endroit très spécial géographiquement et continentalement, et il y a un phénomène acoustique bizarre, le voix, le bruit des engins marins me dérange beaucoup de gens aussi. Et donc, même dans les villas énormes, historiques, dans les kiosques tout en bois doré de Bosphore, tout tremblait de ce bruit des grands engins de tankers, de pétroliers, etc. Donc, ce que je n'ai pas dit, mais ce que je voulais dire, qu'est-ce que c'était, moi, je n'aime pas Bosphore. Je ne veux pas habiter à Bosphore. Non. Je préfère pas Bosphore pour habiter. Alors, c'est ça, folle de Chaillot. Folle de Chaillot, je vous ai fait connaître un peu le quartier de Trocadéro. C'est très élégant, très chic, très 16e arrondissement, tout ce qui est société, luxe, et l'histoire, et les musées, etc. Et il y a une folle de Chaillot. Folle, qu'est-ce que c'est folle? Normalement, c'est quelqu'un qu'on appelle clochard. Une femme clocharde, donc. Un sans-abri. Donc, elle n'a pas de maison, hein? Elle n'a pas de maison, elle est sans-abri, elle est un peu folle. Le personnage principal d'une pièce de théâtre de Jean Anouilh. Donc, par analogie, c'est moi qui est folle, là. N'est-ce pas? Moi, je n'aime pas la Bosphore. Je n'aime pas la Rhénanie. Je n'aime pas la région de Roure. C'est très pollué. Vous voyez la folie. Donc, folle de Chaillot, sous la plume de Jean Anouilh, il disait que je n'aime pas ce quartier. Il y a beaucoup de chauves-souris. Chauves-souris. Eh bien, c'est dans les rues, la nuit à Paris, il y a beaucoup de chauves-souris. Mais dans ce quartier-là, dont j'ai oublié le nom, peut-être que Chaillot, peut-être Trocadéro, mais peut-être l'autre. Je ne me rappelle pas très bien la conversation avec quelqu'un. Et quelqu'un dit, peut-être, pourquoi tu vis? Alors, tu es sans abri, tu n'as pas de maison, pourquoi tu vis à Chaillot? Devant le théâtre de Chaillot, devant les riches. Il y a des endroits plus peut-être tièdes, là où il y a moins de vent, et c'est dans le parc, et c'est toi, dans le parc de Monceau, quand même, il y a de verdure là. Mais, par exemple, il y a une conversation comme ça, quelqu'un donne conseil à une clochard, et change de quartier, ici c'est pas pour toi. Et la folle, elle dit que, là-bas, il y a beaucoup de chauves-souris, je n'aime pas les chauves-souris. Pour moi, c'est drôle, ça marque ça. Enfin, il y a des comme ça énigmes philosophiques qui me marquent. Je vous rapporte de temps en temps, n'est-ce pas? Histoire de Cracovie, de Lacan. Il y avait une autre l'autre jour, il faut noter. Et maintenant, c'est une anecdote de l'histoire d'Elie Saraylı en turc. Moi, enfin.
nouvelle génération ne connaît pas cette expression de délice Raël. Hein? Oui, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens, moi j'utilise, chaque fois que j'utilise, la jeune génération ne comprend pas ce que veut dire. C'est une expression donc proprement Istanbul et d'une certaine époque, donc c'est exactement Bosphore, c'est exactement une famille, un esprit de famille déchu. C'est ce que veut dire en turc cette expression qui est disparue parce que sultan est disparu. Régence est disparue et donc la classe aristocratique est abolie. Mais l'expression reste, même dans la République moderne turque, parce que les gens, ils ne sont pas expulsés, ils sont restés dans leur maison. Tous les romans, premiers romans turcs, n'est-ce pas, parlent de ça. Hüseyin Rahmi Gülpınar, Reşat Nuri Güntekin, n'est-ce pas, Gülyabani, il y a des maisons hantées, des familles un peu bizarres, des pachas, ça vient de pacha, il est un peu folle, fou. Donc ils ont changé de régime. Hein. La tête, ça suit pas changement politique de régime. Peut-être que moi aussi, maintenant, je change de régime, on revient au sultanat, et moi, ma tête ne suit pas les événements politiques si près. Donc, c'est pour ça que je suis folle de Chaillot. Je n'aime pas Bosphore, etc. Je n'aime pas les chauves-souris. Et ça m'a rappelé aussi qu'est-ce que c'est cet état d'âme de... Voilà, je n'ai pas fini peut-être à expliquer Deli Saraylı. Deli Saraylı, comme ils sont fous, ils sont devenus fous, pas au sens médical du terme, comme ils n'arrivent pas à accepter changement de leur situation, changement de rang, de classe, ils se croient encore élite d'un certain niveau. Ils croient qu'ils n'ont pas besoin de travailler pour gagner de l'argent. Et ils continuent dans leurs dépenses comme auparavant, comme s'il y avait un revenu. Et parce qu'ils n'ont jamais travaillé, il y avait toujours revenu. En turc, qu'est-ce que c'est ce genre de revenu? Rentier. Donc, c'est pas propre d'Istanbul, c'est toute l'aristocratie européenne, russe, ont connu la même chose. Seule différence, nous avons connu en 1923. Eux, ils ont connu depuis très longtemps, et la Russie a connu, après l'exécution de Tsar et Tsariche et toute leur famille, en 1914 ou quelque chose comme ça. C'est après que la République turque a pu être fondée, après la révolution bolchevique, intimement liée. Sinon, aucun Turc, enfin, il ne faut pas exagérer, mais ma thèse annexe, il n'y a pas une guerre de libération, Kurtuluş Savaşı olmadı. Donc, aucun des Turcs ou les Ottomans n'ont pas imaginé changer de régime. Hein. Qu'est-ce que c'est, République, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui encore, ceux qui sont de votre âge plus âgés, et donc tous les gens qui votent, ne savent pas ce que c'est la démocratie. Ils croient que quand on vote et quand on gagne une élection, c'est la démocratie. Pas du tout. Pas du tout. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Je pense qu'une démocratie avec une république ou avec une monarchie, c'est une sorte de fonctionnement plus ou moins harmonieux et distancé, fragmenté et dialectique et conflictuel des institutions diverses. Je fais allusion à la théorie de Montesquieu, séparation de pouvoir, et là j'arrête. La démocratie ne peut pas marcher tout seul sans une séparation de pouvoir, donc des institutions
et une constitution qui supervise tout le temps. Pourquoi pas un conseil constitutionnel, c'est-à-dire un Mahkeme qui sera au-dessus même de le président de la République, etc. Bon, tout leur statut est très délicat, en fait, qui est dans la hiérarchie et dans la surveillance et contrôle des institutions qui étaient le plus haut et très important. Bon, je n'entre pas dans les droits, enfin, c'est un sujet de droit. Qu'est-ce que je raconte? Alors, je préfère l'histoire de l'art, mais il n'y a pas d'art sans institution, donc sans loi. Et c'est Derrida finalement qui a écrit en ce qui concerne littérature, au sens propre du terme, et littérature est essentiellement liée à une sorte de loi, à une sorte d'évolution du droit. Sinon, il n'y a pas de littérature. Ce sont des sujets fondamentaux, mais il faut traiter chapitre par chapitre, littérature et droit. Musée en tant qu'institution légale, républicaine, selon une certaine idée universaliste de république, détermine ce qui entre et ce qui expulse d'un musée, et un lieu d'exposition plus ou moins institutionnel qui a un lieu propre prévu par les lois élargies d'un publicum, d'un espace public, visibilité, pouvoir exposer, pouvoir acheter ce qu'on aimait et non pas accaparer de ce qui est beau, ce qu'on n'a pas touché à ce qui est beau ou belle. Donc, classicisme. C'est pour regarder et pour acheter si on se négocie entre eux. Donc, c'est un publicum bourgeois, un espace. Donc, tout est lié à la loi, à des évolutions des lois et des manières de vie. Manière de vie, en turc, vous savez, c'est devenu une expression politique. Yaşam biçimimize karışmayınız. Bon, yesinler seni yaşam. Donc, style, high style of life of Istanbul, Etiler, Tarabya, Boğaziçi. Mais l'autre jour, j'ai conquis la Bosphore. Donc, hier, je faisais l'archéologie dans le presqu'île historique. Donc, dans l'autre jour aussi, j'ai conquis. Donc, j'ai visité en tant que chercheur la Bosphore. Et j'ai tout photographié, filmé, tout est publié. Derrida disait que brûle tout. Moi, publie tout. Je ne veux plus voir ça. Publie. Parce que je ne peux pas tenir, je ne peux pas retenir, au sens husserlien du terme, her şeyi aklımda tutamam. Je ne peux pas tenir dans ma tête, au sens husserlien du terme, je ne peux pas faire rétention tout le temps. Je veux être libre, je veux avoir chaque jour une attention flottante. Voilà ce que j'appelle ma convalescence, au sens nietzschéen du terme, ou benim nekahat dönemim. Her gün daha da iyileşiyorum. Je publie, et donc je tiens rien dans ma tête, je publie, et j'ai un espace ouvert, cette fois-ci au sens heideggerien du terme, une sorte de clairière dans la forêt, et je vois le jour, et je suis réveillé, j'ai des idées claires, et j'ai une attention, au sens très large du terme, mais au sens merleau-pontien, et j'ai une attention flottante. Vous savez ce que c'est l'un des premiers cours. Donc, je flotte, je suis fluidique, je suis libre, et le pays déchu, moi, je suis très gai, je m'amuse. Voilà, c'était Lacan. Donc, Folle de Chaillot n'est pas cité par Jacques Lacan, mais une autre figure, je crois qu'il s'agit d'un roman, un caractère de roman
que j'ai cité, mais il faut trouver. Alors, bon,